Bon, bonsoir à tous. Bienvenue à ce café géographique. Nous accueillons aujourd'hui Elsa Vivant, qui est maître de conférence en urbanisme et aménagement à l'IFU, à l'Institut français d'urbanisme qui est à Paris-Est, à l'Université de Paris-Est. Ses recherches portent sur les questions de ville créative, l'appropriation de la culture par les politiques urbaines. Et Elsa Vivant s'interroge aussi sur les mutations urbaines et sociales qui résultent de cette appropriation de la culture par les politiques urbaines. Et dans cette optique, elle a notamment travaillé sur la question des musées et des relations entre musées, politique urbaine et ville. Donc le café Géo d'aujourd'hui s'intitule, comme vous l'avez vu, « Faut-il un grand musée pour être une grande ville ?» Donc effectivement, c'est une question, comme vous l'avez remarqué, qui se pose à Reims, qui est d'actualité, mais qui n'a pas uniquement été posée à Reims. Il y a beaucoup de villes qui ont construit un grand musée pour asseoir leur développement. Donc Elsa Vivant présentera différentes situations sur ces rapports entre musée et ville et conséquences territoriales, et interrogera ces relations. Très bien. Ben merci pour l'invitation, merci d'être nombreux et je sens qu'on va avoir des débats féconds tout à l'heure. Alors, faut-il un grand musée pour faire une grande ville ou pour être une grande ville ? Bon, je pense que on va un peu déconstruire les termes de la question pour aboutir très certainement à la fin de mon propos sur le fait qu'il faudra peut-être ensemble poser différemment la question. Dans le cas rémois où cette question du musée se pose avec d'une manière très différente avec les cas que je vais vous présenter. Alors d'abord, revenons un tout petit peu à qu'est-ce que c'est qu'un musée. Un musée, alors je vais vous reprendre la définition de l'ICOM, qui est l'organisme mondial qui regroupe les musées et qui a tenté de définir un cadre de quelles sont les missions d'un musée au niveau international. Donc un musée, c'est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la... Sans but lucratif, je vais le souligner ça. Au service de la société et du développement de la société, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Partant de cette définition consensuelle par les professionnels concernés de ce qu'est un musée, qu'est-ce qu'un grand musée ? Est-ce que ça va s'évaluer par des critères quantitatifs ? Un grand musée, c'est un espace qui accueille de nombreux visiteurs. Donc, est-ce qu'un grand musée, c'est celui qui est très fréquenté ? Est-ce que le grand musée, c'est celui qui a beaucoup d'œuvres en collection ? Est-ce que le grand musée, c'est celui qui a beaucoup de mètres carrés pour accueillir ses visiteurs et ses collections ? Alors là, c'est assez simple, des chiffres. On voit qu'on pourra avoir une évaluation simple et simpliste de ce qu'est un grand musée. On pourrait alors définir d'autres critères plus qualitatifs de ce qu'est un grand musée. Un grand musée, c'est celui qui réussit à attirer des publics qui habituellement ne vont pas au musée, qui a un travail éducatif qui aboutit à faire en sorte que d'autres publics s'intéressent aux œuvres, ou en tout cas à ce qui est exposé dans le musée. Est-ce que le grand musée, c'est celui qui mène une politique forte de restauration d'œuvres, un travail de fourmi qui est coûteux, qui prend du temps et qui ne se voit pas forcément ? Est-ce qu'un grand musée, c'est celui qui développe des muséographies spéciales, nouvelles, efficaces, qui valorisent les œuvres tout en les rendant accessibles ? Est-ce que c'est celui qui va être apprécié par la qualité de ses expositions ? On pourrait encore lancer de nombreuses questions, et la dernière étant, est-ce que le grand musée, c'est celui qui a un effet évaluable sur son territoire, en particulier en termes de développement urbain, économique, social et territorial ? Question qui doit être débattue, et ensemble, on pourra peut-être redéfinir qu'est-ce qu'on entendrait par qu'est-ce qu'un grand musée, en particulier à Reims. Alors ensuite, je vais essayer de dresser un petit panorama pour aussi mettre les choses en perspective, pour que vous puissiez un petit peu vous projeter par rapport à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France dans le monde des musées. Donc je suis allée retrouver des données qui datent de 2012, qui sont les données de fréquentation des musées, critères banals mais assez accessibles de
la fréquentation et du paysage muséal en France et qui aide à réfléchir à qui s'adressent ces musées. Donc en 2012, si on retrouve les données du ministère, il n'y a pas de données plus récentes systématiques, on recense environ 1000 musées en France, de toute nature. Sur ces 1000 musées, il y en a 7 qui accueillent plus d'1 million de visiteurs. Ces 7 sont le musée du Louvre, le domaine du château de Versailles, le centre Pompidou à Paris, le musée d'Orsay, le musée de l'Armée et des Invalides, le musée du Quai Branly, le musée Carnavalet, Notre-Dame, les catacombes. Voilà. Tout ça situé dans un magnifique périmètre d'environ 5 km² au centre de Paris. Et ensuite, on a 900 musées qui accueillent moins de 100 000 visiteurs. Donc vous voyez, en fait, l'immense majorité des musées en France sont des musées qui ont une fréquentation relativement modeste, pour la plupart entre 10 000 et 100 000 visiteurs, voire plutôt 10 000 que 100 000. Donc déjà, la question du grand musée, elle doit être un peu discutée à l'aune de ces chiffres. Les très grands musées sont très peu nombreux, ils sont très centraux à Paris et finalement, ils s'adressent essentiellement à un public de visiteurs externes et ils participent de l'attractivité touristique de la ville. Qu'en est-il alors des grandes villes ? Alors, la plupart des grandes villes françaises ont des musées des beaux-arts, comme à Reims, et moi j'ai identifié que ceux dont on a des données au niveau du ministère, des données diffusées par le ministère de la Culture, on n'a que les données des musées qui font au-delà de 100 000 visiteurs. Je n'ai pas les données plus précises à l'échelle nationale, mais on repère que les musées des beaux-arts des villes moyennes, Dijon, Toulouse, Lille, non pas Lille, Strasbourg, enfin voilà, des villes moyennes, c'est environ 100 à 150 000 visiteurs, ça dépend, est-ce qu'il y a eu une expo permanente, est-ce qu'il y a eu une expo exceptionnelle cette année-là, etc. Il y a deux musées qui font un peu plus en moyenne, c'est Lille et Lyon, qui sont les musées des beaux-arts des deux principales agglomérations françaises, auquel manque Marseille. Marseille se caractérise par le fait que c'est une grande ville qui, jusqu'à l'année dernière, n'avait pas de grand musée. Ça n'empêchait pas d'être une grande ville. Depuis, on a créé le MUCEM, je vais le rajouter dans ma liste, le MUCEM, dont on pourra éventuellement discuter. Alors là, j'ai un peu posé des données de cadrage sur ce qui est grand. Grande ville, grand musée, et je vais essayer de relier ces deux items par rapport à une idéologie qui aujourd'hui, moi ce que j'appelle une idéologie, c'est-à-dire un principe qui aujourd'hui n'est plus discuté, dont on oublie les présupposés et qu'on ne met plus en débat, à savoir que les grands musées seraient des moteurs de développement des grandes villes, des villes, et que par la présence d'un grand musée, une ville verrait sa réputation s'améliorer, voire ne serait-ce qu'exister, et cela serait la condition d'un développement ou d'un redéveloppement territorial. Au fondement de cette idéologie, il y a l'exemple qui est sur l'affiche, qui est à la porte, qui est le musée Guggenheim de Bilbao. Alors, quelques petites informations concernant cet équipement. Parce qu'on ne connaît pas toujours les détails de sa création. Le contexte de création du Guggenheim Bilbao est très spécifique. On est en Espagne, au début des années 90 en Espagne, on est dans une période post-franquiste encore. On est encore dans ce renouveau démocratique où beaucoup de projets urbains vont démarrer. Et en particulier, le projet de transformation du port de Bilbao, qui est un port enclavé dans les terres, qui va être repoussé en front de mer, libérant des espaces centraux en cœur de ville, le long d'une rivière. Et donc les autorités locales, au début des années 90, lancent un grand projet de redéveloppement de cet espace central, en créant des nouveaux espaces publics, des nouveaux logements, des nouveaux espaces d'activité. Et une de leurs hypothèses, c'est qu'il faut marquer cette transformation de la ville par un geste fort. Et c'est les autorités de Bilbao qui vont solliciter la fondation Guggenheim, et j'expliquerai après pourquoi ils sollicitent, c'est pas pour rien que c'est cette fondation-là qui va être sollicitée, pour créer un musée. Alors la fondation Guggenheim, sa première réaction, c'est de dire « mais je sais même pas où c'est, moi, Bilbao, ouais, bof, pas trop envie d'y aller », mais ils font quand même une étude de faisabilité et ils posent leurs conditions. Leurs conditions sont celles-ci.
nous, Fondation Guggenheim, choisissons l'architecte, mais vous, autorité locale, financez le bâtiment et la maintenance du bâtiment. En l'échange du paiement d'une franchise ou d'un droit d'usage de notre nom, nous nous engageons à organiser pour vous des expositions sur la base de nos collections. Par contre, c'est à vous, autorité locale, de vous constituer votre propre collection, qui jusqu'à présent n'existait pas. Donc des conditions, en fait, a priori assez défavorables à la ville, puisque tous les frais d'investissement lui incombent et la Fondation s'engage avec contrepartie financière assez importante à réaliser des expositions, donc à faire le travail qu'elle fait habituellement à New York, mais à Bilbao. Les autorités acceptent, et donc ce projet de musée se concrétise avec le choix d'un architecte très connu, dont vous avez vu la photo du bâtiment, qui va servir d'emblème de ce renouveau de la ville et de l'usage même d'une manière générale de la culture pour renouveler et transformer la ville. Et les effets de cet investissement ne sont pas contredits. C'est-à-dire, tout le monde s'accorde à dire que le pari est gagné. L'investissement de départ, c'était 160 millions d'euros pour construire le bâtiment et paiement d'une franchise de 20 millions d'euros. On estime que ces investissements ont été déjà rentabilisés au regard de la fréquentation du musée et de l'impact sur l'économie touristique de la ville. Il y a environ 700 000 visiteurs par an au musée Guggenheim de Bilbao. Et l'essentiel de ces visiteurs sont des visiteurs extérieurs à la ville, donc des touristes qui viennent dans la ville, qui viennent passer un week-end et de fait qui dépensent de l'argent dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars. Bilbao est devenue une destination touristique suite à l'ouverture du musée Guggenheim. Et là, pour le coup, pour une fois, on peut vraiment mettre en évidence la causalité, puisque avant la création du musée, il y avait très peu de fréquentation touristique à Bilbao. Donc il y a vraiment un effet touristique très très fort. Aujourd'hui, la Fondation est en train de renégocier son contrat avec la ville, puisque la franchise va bientôt arriver à échéance, donc se repose la question de cette franchise. Néanmoins, certains esprits chagrins trouvent quand même que ce projet a un certain nombre de limites, à savoir qu'un des effets secondaires de ce succès, ça a été le renchérissement du foncier et de l'immobilier, au risque d'exclure certaines populations, et surtout que ces effets d'entraînement sur d'autres secteurs d'activité, notamment les secteurs dits créatifs, sont plus discutables que sur l'économie touristique. Et puis enfin, il y a un dernier élément de controverse qui apparaît, qui est de poser la question, est-ce que c'est vraiment un musée finalement ? Parce que, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, un musée, ça doit collecter, acquérir, collecter, préserver des œuvres. Et en fait, le cas de la Fondation Guggenheim, la Fondation a une collection, mais à Bilbao, le bâtiment est une galerie qui va exposer ses collections, mais en soi n'a pas les prérogatives et les activités d'un musée en termes de conservation et de restauration. Donc on n'est pas tout à fait sur un musée, mais on n'est pas non plus avec n'importe quelle institution. Et là, je vais juste faire un tout petit détour sur le cas de la Fondation Guggenheim, qui est emblématique de l'évolution des grandes institutions muséales. Donc on est très très loin, je crois, de la situation du musée des Beaux-Arts de Reims. Mais qui est ce que moi j'ai qualifié ça d'un passage à une approche entrepreneuriale des musées, que la Fondation Guggenheim symbolise et dont elle a été le précurseur. En fait, ce qui s'est passé à la Fondation Guggenheim, c'est plusieurs basculements au début des années 90 qui vont être enclenchés suite à l'arrivée d'un nouveau directeur qui a une autre culture professionnelle que les conservateurs de musées, puisque lui, il a fait un MBA, donc c'est un businessman, et il arrive avec les méthodes du business dans le musée. Et ça va se traduire par plusieurs effets. Le premier effet, c'est qu'il va diversifier les activités de la Fondation, notamment autour d'activités immobilières, pour générer des revenus par des activités spéculatives. Il va aussi développer l'idée qu'un musée, c'est une marque comme une autre, et donc faire tout un travail de développement de sa marque, notamment par des développements
de franchises dans d'autres sites que le site historique de New York. Et c'est comme ça qu'ils vont ouvrir une franchise à Las Vegas, qui a fermé depuis, une franchise à Berlin, qui a fermé depuis. Donc à Las Vegas, c'était en lien avec le musée de l'Ermitage. À Berlin, c'était en lien avec les banques UBS. Et là, ils vont ouvrir une autre franchise, mais j'en parlerai tout à l'heure, à Abu Dhabi. Et puis en ce moment, il y a encore une autre controverse qui est sur l'ouverture d'une dernière franchise à Helsinki, mais c'est loin d'être fait. Donc ça, c'est un deuxième ou troisième, je ne sais plus, élément de ce passage à une logique entrepreneuriale du musée, donc qui se traduit par l'ouverture de franchises et qui se traduit aussi par un renouveau ou un intérêt nouveau porté à l'architecture des lieux. Architecture des lieux qui vont d'une part chercher à être en soi des objets moi j'ai du mal à les appeler comme ça parce que quand même derrière il y a tout un travail, il y a des enjeux on va dire techniques et d'ingénierie qui fait qu'à force de croire que l'architecture c'est de l'art, on oublie juste un tout petit peu des contraintes liées à l'objectif d'un bâtiment en termes d'accueil du public et de respect des contraintes notamment financières de ses commanditaires. Mais voilà, en tout cas des objets qui en soi sont des symboles de ces musées qu'on puisse reproduire sur des images et éventuellement en termes de droits de propriété intellectuelle, et en tout cas qui signerait l'importance accordée par cette fondation à la création contemporaine. L'autre aspect sur la question architecturale, c'est de transformer aussi l'architecture des lieux de musée pour laisser de plus en plus de place à des activités marchandes au sein même du musée. Et là, je vous invite à aller par exemple à la Tate Modern à Londres, où vous pourrez avoir le plaisir de déambuler au sein d'une exposition et de passer à travers la cafétéria pour pouvoir visiter l'exposition. Donc, de fait, la dimension commerciale de l'activité du musée devient au cœur, ou en tout cas est un élément pris en compte dans la conception des lieux pour forcer le passage, comme dans n'importe quelle galerie commerçante. Autre élément des choix de architecturaux ou des enjeux architecturaux liés à ce renouveau, enfin à cette passage à un entrepreneurialisme des grandes institutions muséales, c'est que on va avoir des donateurs qui sont très importants dans les fondations muséales, notamment américaines, dans les conseils d'administration de ces fondations, et qui vont conditionner leurs dons à la réalisation d'espaces qui sont dédiés à leur collection et qui portent leur nom. Et donc là, on va avoir la création d'ailes ou de pièces spécialisées autour de la donation d'un donateur, conditionnées dans la donation, et on voit bien son nom. Je crois qu'il y a un problème un petit peu similaire qui se pose à Reims, si j'ai bien compris, de rendre visible le nom du donateur de la donation par les choix architecturaux, ou en tout cas par le fait qu'il a un espace dédié à sa collection et que son nom apparaît. Alors il y a d'autres éléments de cette logique entrepreneuriale qui investit les musées. La recherche de financement propre. Donc ça, aux États-Unis, c'est plus ancien, mais en France, quiconque travaille dans des institutions publiques se rend compte qu'on est de plus en plus incité à développer les ressources propres et non pas les ressources sur dotation. Au niveau des musées, ça va se traduire par la location d'espace, par exemple, par la recherche de mécénat, par le développement d'autres types d'activités commerciales ou par l'évolution des pratiques de billetterie, par le développement de tout ce qui va être produits dérivés, etc. Mais ça passe aussi, en tout cas en France, ça passe aussi par ça, ça passe par un changement administratif, organisationnel de certains musées qui vont devenir des établissements publics autonomes et de ce fait vont devoir avoir un contrôle de gestion qui va s'appliquer à eux au même titre que n'importe quel établissement autonome. Et ça, ça va avoir des influences sur les choix organisationnels, quel type d'établissement public, quel type de structure juridique on crée pour gérer tel ou tel équipement muséal ou autre d'ailleurs. À l'université, les communes,
je vous invite à regarder les statuts de vos futurs communs, chers collègues. Il y a des choses assez intéressantes. En tout cas, chez nous, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. En tout cas, il y a cette idée qu'on doit pouvoir rendre compte de l'équilibre budgétaire de son activité qui doit de plus en plus dépendre de ressources propres. Et ça, dans le monde des musées et des équipements culturels publics en général, c'est une nouveauté qui va nécessiter de s'adapter et de faire évoluer notamment les compétences de ces personnels pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences comptables, financières, administratives. Et ça va avoir aussi un effet sur les pratiques de recrutement. Aujourd'hui, on ne recrute pas que des conservateurs, mais aussi des gestionnaires, voire des gens qui se spécialisent en collecte de fonds. Et ça, c'est des nouveaux métiers qui vont s'imposer dans les musées. Et je crois que j'ai fait le tour sur ma logique entrepreneuriale. Ah oui, alors ça va se traduire quand même par quelques petites pratiques aussi relatives aux collections, qui sont assez intéressantes, avec là aussi des pratiques qui vont avoir comme objectif de valoriser davantage les collections et de sécuriser, entre guillemets, la fréquentation des expositions qu'on organise. Ça passe par le choix des thématiques d'exposition, plus grand public que de la prise de risque. Donc, exemple de exposition grand public, le Victoria and Albert Museum, donc c'est un musée londonien en art décoratif qui fait une expo sur les costumes de scène de Kylie Minogue, par exemple, ou les expositions Star Wars, ou les expositions... on a eu Playmobil aux Arts Déco récemment, ça a beaucoup plu, voilà, mais ça pose quand même la question du choix de ces thématiques d'exposition. Une autre évolution, ça va être concernant les échanges entre musées, les échanges d'œuvres entre musées, où jusqu'à présent, la pratique était de s'échanger les œuvres avec une prise en charge du coût de ces circulations d'œuvres, parce que ça coûte cher en assurance, ça coûte cher en frais de transport, on ne transporte pas une œuvre n'importe comment. Et puis progressivement, on se dit qu'il faudrait aussi apporter une contrepartie financière au fait que cette œuvre n'est plus chez nous, mais chez l'autre musée. Et donc, finalement, de plus en plus, ces circulations d'œuvres se font et s'apparentent plus à des locations qu'à des prêts. Donc là, c'est aussi une nouvelle évolution dans le traitement et dans la gestion des collections qui vise à valoriser. Et donc là aussi, on est dans une logique entrepreneuriale de la gestion du musée. Et puis alors le dernier, qui est un débat encore en cours, qui à la fois est tranché puis qui revient souvent sur le tapis en France, qui est la question du de-accessioning. Alors le de-accessioning, ça pourrait se traduire par le dessaisissement, qui est une manière extrêmement belle de dire la vente, et qui est une pratique qu'a beaucoup déployée la Fondation Guggenheim. Et il s'agit de vendre les œuvres qu'elle considère comme étant redondantes dans sa collection pour dégager de l'argent pour en acheter d'autres. Donc c'est une pratique en France qui, pour l'instant, dans les musées publics, n'est pas légale, enfin, qui est légale sous condition, mais la question est assez récurrente dans les débats, de poser la question, est-ce qu'on peut autoriser les musées à vendre leurs œuvres ? Donc là, c'est beaucoup de débats dans le monde muséographique pour dire, bah non, un musée, l'enjeu, c'est justement la préservation d'une collection, parce qu'il y a tout l'enjeu de constituer, de faire patrimoine, de préserver cette collection pour pouvoir la transmettre, assurer la bonne conservation des œuvres, etc. Qu'une logique de vente pour rachat, en tout cas, la logique de vente se heurte à cette logique de conservation. Les débats ont été tranchés récemment parce qu'il y avait eu une mission d'étude lancée par le ministère de la Culture sur la question et on est arrivé à la conclusion que si on veut vraiment vendre une œuvre, on peut, mais c'est compliqué parce qu'il faut la déclasser du domaine public, etc. etc. Mais pour l'instant, la vente d'œuvres directement n'est pas autorisée. Puisqu'elle irait à l'encontre de la définition de ce qu'est un musée. Donc là, j'ai fait mon petit détour sur ces grandes évolutions des pratiques des musées, des grands musées entrepreneuriaux. Et il faut que je refasse le lien avec ce que je voulais vous dire après. Donc voilà, donc ça c'était le cas de la Fondation Guggenheim, qui n'en finit pas d'effrayer les chroniques
Voilà, Helsinki, en ce moment, c'est une controverse sur la création d'un potentiel musée Guggenheim à Helsinki qui est en cours. Et j'y reviendrai un petit peu sur les éléments de cette controverse parce qu'ils n'ont rien à voir avec Helsinki. Mais pour revenir à cette idée qu'il y aurait un lien entre grand musée et développement territorial ou développement de la ville, entre autres par le choix d'un grand geste architectural, je voulais juste prendre 3 exemples un petit peu qui me paraissent être des contre-exemples de cette idéologie. Le premier exemple, c'est le cas du musée des Confluences à Lyon, dont vous avez peut-être entendu parler. Ouais, dites-vous. Ah, vous y êtes allé, vous nous raconterez alors. Le musée des Confluences à Lyon, à l'origine, le projet, c'est... en fait, à l'origine, d'après la rumeur, parce qu'il y a des choses, voilà, c'est d'après la rumeur. D'après la rumeur, la ville de Lyon avait contacté la Fondation Guggenheim. Et puis finalement, ça s'est pas fait. C'est la rumeur. Mais en tout cas, à l'origine du musée de Confluence, il y a 3 musées du département du Rhône qui vont pas très bien, qui sont un peu vieillissants et dont le président du conseil général se dit on va réunir tout ça et on va faire un nouveau musée, un grand musée, ce sera le musée du département. Et ils vont choisir d'installer ce musée sur un site en renouvellement, en transformation urbaine, le site des Confluences, donc au croisement des 2 fleuves, qui était un ancien terrain industriel portuaire et qui devient un nouveau quartier de ville. Et ils vont choisir pour la localisation de ce musée la pointe de la Confluence, parce qu'il faut bien le dire, ça fait des belles photos. Le problème de la pointe des Confluences, c'est que le sol est meuble. Et donc ça va avoir comme effet des travaux de structure extrêmement coûteux qui vont rendre plus compliquée la réalisation de ce musée, pour lequel a été choisi un geste architectural. C'était la volonté de vraiment prendre une architecture qui tranche, quelque chose de complètement inédit, au point qu'ils ont mis plusieurs années à réussir à trouver un maître d'œuvre qui s'engage à réaliser ce geste parce qu'en fait, il s'avère qu'il est très complexe à construire. Et donc, tous ces éléments font que la facture à la fin du musée des Confluences, elle a triplé. Alors, on peut se dire, oui, mais le musée, les effets... Alors, vous me direz s'il est intéressant ce musée, j'y suis pas allée, donc vous nous raconterez, est-ce que ça met bien en valeur les collections, est-ce que c'est intéressant ? Oui, mais quand même, tout ça, c'est l'argent du département du Rhône, qui, par ailleurs, a quelques petits problèmes financiers, comme tous les conseils généraux. Donc, voilà, il faut se poser la question de quels sont les enjeux derrière ces grands projets. Autre grand projet, autre grand geste architectural, celui de la fondation Louis Vuitton et Moët Hennessy, qui fait le choix de s'installer dans le 16e arrondissement de Paris, plutôt qu'ici, alors que Moët Hennessy, ça me semblait... Je ne sais pas, vous auriez peut-être pu faire du lobbying auprès de Bernard Arnault pour dire que la moitié de son nom de son entreprise était liée à votre ville. La fondation Louis Vuitton pour la création. La fondation Louis Vuitton pour la création, vous avez vu, il n'appelle pas ça la fondation Louis Vuitton Moët Hennessy pour la création. Moi, je serais vous, quand même, je travaillerais sur ça. Ça ne va pas du tout. Bon, la fondation Louis Vuitton pour la création, c'est un projet qui est né en 2005. Non, attendez, avant de vous parler de cette fondation, il faut que je vous parle d'une autre fondation. La fondation Pinault, dont vous avez peut-être entendu parler. Je sens qu'il y a des gens qui ont bien potassé le sujet avant de venir, donc voilà. Bon, la fondation Pinault, alors, c'était un projet de François Pinault, homme d'affaires, qui voulait créer un lieu pour accueillir sa collection et qui avait choisi de l'installer à Boulogne-Billancourt, donc dans le sud-ouest de Paris, sur une île qui était un ancien terrain des usines Renault, qui était très emblématique des luttes sociales et ouvrières, et qui est inclus dans un grand périmètre de projet urbain qu'on appelle projet Rive de Seine, à Boulogne-Billancourt. Alors, je vais faire un peu vite sur l'histoire, parce qu'il faut qu'on discute après. Mais ce qui a été l'objet d'une grosse controverse, c'est que, alors que le projet était dans les tuyaux depuis 4-5 ans, soudainement, il a dit « je renonce ». Je renonce, la bureaucratie, c'est horrible, ils ne me laissent pas faire ce que je veux, vraiment, ils sont trop méchants, ces bureaucrates français. Et je renonce, et un mois plus tard, il ouvre un autre lieu à Venise. Alors, moi, j'ai un petit peu enquêté sur la question parce que je trouvais ça un peu bizarre d'accuser toujours la bureaucratie française quand même. C'est
toujours sur elle que ça tombe, parce que quand on regarde un tout petit peu le projet, on se dit, bah oui, c'est normal que ça prenne du temps. Le projet a été lancé, l'idée a été lancée alors qu'il y avait encore des bâtiments sur l'île, que sur le territoire, on savait qu'il allait y avoir un projet urbain, mais qu'il n'était pas encore défini, et que ça implique forcément que les terrains, il va falloir les acheter, les dépolluer, et qu'il faut un certain cadre réglementaire pour autoriser à construire sur ces terrains. Donc forcément, de fait, ça prend du temps. Bon. Mais donc, alors même qu'on sait qu'il va y avoir un projet urbain, mais on ne l'a pas encore défini, lui, il lance quand même, on est en 2000, il lance quand même une consultation auprès des architectes. Il choisit un architecte pour construire un bâtiment de 30 000 m². 30 000 m², c'est les surfaces d'exposition du centre Pompidou. On enlève la bibliothèque, les espaces d'accueil, des cinémas, mais c'est les 3 étages d'expo du centre Pompidou, à peu près. Donc c'est grand. Waouh, quand même. Il s'engage pour faire un musée 30 000 m², c'est qu'il doit avoir une sacrée collection derrière. Peut-être. Peut-être. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de creuser encore un petit peu sur cette collection. Il lance la consultation, ça avance. Et en fait, quand on cherche à savoir qui s'en occupe, on ne trouve pas. En fait, il n'y a pas de fondation Pinault, elle n'existe pas. Elle a été créée en 2007 en droit hollandais. Alors, il y a une société qui a été créée, qui a un seul salarié, qui est une société d'activité immobilière et qui est censée être l'interlocuteur des architectes, etc. Un salarié, pour un projet comme ça. Bon. Il a réuni des grands noms du monde de l'art contemporain autour de lui pour réfléchir à la muséographie. Moi, j'en ai rencontré un, quelqu'un qui est très réputé dans le monde de l'art, je ne donnerai pas son nom, mais voilà, c'est quelqu'un qui a occupé plusieurs postes de prestigieux et d'influence dans le monde de l'art contemporain français, et qui me dit, ouais, mais nous, il nous a fait travailler sur sa collection, mais on ne l'a jamais vu. Ah bon, je ne l'ai jamais vu. Ah bon, mais on fait ça d'habitude, on travaille sur la muséographie d'une collection qu'on n'a pas vue. Il me dit, bah non. Mais bon, on l'a fait quand même, en fonction de ce qu'on savait à peu près de ce qu'il pouvait avoir acheté ces dernières années. Ah bon, c'est bizarre. Bon. On creuse, et puis en fait, il y a un autre élément qui est important dans cette histoire, c'est que lui, il lance, et le projet urbain derrière va le rattraper. C'est-à-dire que en 2000, il lance l'idée de faire un musée sur cette île-là. La ville, les aménageurs, on ne sait pas encore ce qui va se passer sur cette île-là. Mais 2 ans plus tard, on pose le projet, on fait une création d'une procédure, d'une ZAC, ça passe en préfecture, etc. Et on dit, on va faire l'île des 2 cultures. Et il y a un certain nombre d'opérateurs qui veulent venir s'installer sur cette île parce qu'ils pensent qu'il va y avoir la Fondation Pinault et que ça va faire attractivité, que ça va leur amener du public, et donc veulent s'installer un hôtel, des galeristes, etc. Donc toute une émulation qui arrive autour de ce projet. Badaboum, quand en 2005 il dit « je pars », ben eux aussi ils partent. Mais la vraie question c'est « mais comment se fait-il que l'aménageur n'ait pas mieux encadré ce projet ?» Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas de contrat ou de cadre réglementaire qui obligeait François Pinault à réaliser son musée. La seule obligation qu'il avait, c'était de revendre à l'aménageur le terrain, au cas où. C'était la seule obligation qu'il avait. Donc en fait, l'aménageur a basé tout son projet sans être sûr que François Pinault allait le faire. Il s'était engagé publiquement, mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quel acteur privé. Ce n'était pas une fondation, ce n'était pas une entreprise. C'était juste une personne qui avançait l'idée qu'il allait faire une fondation. Mais ce n'était jamais discuté. Dans la prise de décision, elle n'est jamais discutée. Et là où, c'est mon hypothèse, je ne pourrai jamais le vérifier, mais moi je crois qu'il n'a jamais vraiment eu envie de le faire. Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert de faire réfléchir des gens, de faire un grand projet d'architecture, hein? Ben, ça sert à construire sa cote et sa réputation de collectionneur. Parce qu'en fait, François Pinault, quand on regarde un petit peu qui il est, on se rend compte parce qu'au début des années 2000, il est surtout connu pour être un homme d'affaires très très dur en affaires, intraitable, et qui, au courant des années 2000, va changer de réputation et va devenir un collectionneur amoureux des arts.
Donc là, si on fait un petit truc un peu quantitatif sur le nombre de fois où il est cité dans la presse, on a un vrai basculement de sa réputation. Il passe de homme d'affaires très dur en affaires à gentil collectionneur amoureux des arts. Et ça va passer notamment par plusieurs actions qu'il va mener, le projet de la Fondation, mais aussi le rôle qu'il joue, lui, dans le monde de l'art contemporain, qui fait qu'il a une influence sur les œuvres, la valeur des œuvres, mais aussi sur, on va dire, sa propre réputation. En 1998, il achète une maison de vente aux enchères, Christie's, qui est la propriété de son groupe. Christie's, c'est par là que passe tout le marché, ou l'essentiel du marché. Donc, de fait, indirectement, il contrôle le marché. Il va s'entourer, il va aller recruter des gens dans différentes collections préexistantes ou différents musées d'art contemporain pour venir alimenter le staff de chez Christie's. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à... Et lui-même est collectionneur, lui-même achète des œuvres et il le fait savoir, etc. En 2005, classement d'une revue qui s'appelle Art Review, l'homme le plus influent du monde de l'art, c'est François Pinault. Au moment même où il dit « je renonce à ma fondation ». Donc on voit qu'il y a tout un enjeu aussi de construction de sa propre réputation qui passe par différentes stratégies de valorisation de soi à travers son implication dans le monde de l'art contemporain. Là, bien sûr, je suis un petit peu dans la spéculation. Vous voyez, là, c'est moi qui interprète des choses, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui me laissent à penser que je n'étais pas loin. Mais alors, quel est le lien avec la fondation LVMH? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, une espèce de compétition qui se construit. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? J'en sais rien. Mais en tout cas, par médias interposés, on a une sorte de compétition qui se construit entre ces deux hommes, Pinault, Arnault, qui ont comme point commun d'avoir bâti leur fortune dans les années 80 sur les dépeçages d'entreprises en difficulté. Donc ils ont un peu le même parcours en tant qu'hommes d'affaires. Ils ont construit leur fortune en dépeçant des entreprises qui étaient en difficulté et en les revendant à la découpe. Et tous les deux, dans les années 90, vont investir dans l'art, parce qu'en fait, c'est une valeur spéculative assez stable, enfin assez efficace. Et tous les deux vont acheter une maison de vente aux enchères. Parce qu'en fait, Bernard Arnault aussi, le groupe LVMH, a aussi acheté une maison de vente aux enchères qu'il a vendue depuis. Et à la différence de Pinault, qui lâchement est parti à Venise, Bernard Arnault, lui, il continue son projet et jusqu'à l'ouverture récente du projet, qui est fait par le même architecte que celui qui est sur la photo, là-bas en bas, et dont on ne sait pas trop combien il a coûté, mais un certain prix, un peu plus de 100 millions d'euros, officiellement. Officieusement, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et j'avais un autre truc sur LVMH. Ah oui, et il y a eu un truc très intéressant sur la création de la fondation Louis Vuitton pour la création. Donc, c'est installé sur le bois de Boulogne, à Paris, dans des terrains dont l'entreprise Louis Vuitton avait déjà un bail emphytéotique sur ces terrains. Et en fait, bien entendu, le permis de construire de la fondation a été l'objet d'un recours, comme toujours, sinon c'est pas amusant. Et donc le recours a été gagné. Donc il y a eu un appel en jugement au tribunal administratif. Appel mené contre l'association, c'était une association de patrimoine, je crois, de préservation du patrimoine de riverains. Et l'appel a été, ceux qui se sont pourvus en appel, c'était la Fondation et la Ville de Paris. Vous voyez les deux. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où le jugement est en train de se faire, dans le cadre de la loi pour le livre numérique, est passé un amendement qui dit en substance quelque chose comme il est interdit de s'opposer et de mettre un recours contre le permis de construire de la Fondation Louis Vuitton. J'exagère, mais c'est à peine. C'est à peu près ça la nature du truc. Donc on voit qu'il y a des enjeux derrière cette Fondation Louis Vuitton pour la création qui sont portés par des acteurs politiques qui vont avoir une influence et qui vont tout mettre en œuvre pour que cette fondation soit créée au prix d'un geste architectural, etc. Quels effets sur le développement du territoire de la Fondation Louis Vuitton? Vu où c'est placé, on voit bien que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est pour la Fondation, pour l'entreprise Louis Vuitton, d'avoir un objet de communication défiscalisé dans le cadre de ses actions de mécénat. Voilà, c'est ça. Voilà, elle est tout à fait d'accord avec moi.
Alors, pour renverser un petit peu la question, on pourrait aussi dire, est-ce que des grands musées, ça va suffire pour faire une grande ville? Et juste une toute petite remarque sur une controverse actuelle qu'on a un petit peu oubliée en France, mais à mon avis, elle va ressurgir bientôt, qui est la controverse de l'île de Sadayat. Vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Abu Dhabi. Voilà. Abu Dhabi, en fait, il y a un projet de création d'une île artificielle dédiée au tourisme dans le but de diversifier l'économie abu-dhabiote, je ne suis pas sûre qu'on le dise comme ça, dans la perspective de la fin du pétrole abondant. Et donc, le projet de cette île de Sadayat, c'est de créer une destination touristique avec marina, golf, dans le désert, mais c'est pas grave, et attraction par des objets muséaux connus, réputés, et donc création de plusieurs grands musées par la taille, la réputation de leur architecte, la qualité de leur collection, là, point d'interrogation, dont 2 projets sont un peu plus controversés parce qu'ils concernent des institutions occidentales. Le projet des établissements, des musées français, parce qu'en fait on l'appelle le musée du Louvre à Abu Dhabi. Vous avez entendu parler de ça, donc voilà. Donc, sauf qu'en fait, c'est un projet, le projet Louvre Abu Dhabi, c'est dans le cadre d'un contrat entre l'État français et l'État abu dhabiote. C'est pas du tout uniquement le musée du Louvre qui est impliqué, mais l'essentiel des grands musées nationaux qui vont devoir donc s'engager à prêter des œuvres au futur Louvre Abu Dhabi et aider les abu dhabiotes à se constituer une collection en leur donnant des conseils sur les acquisitions. Le tout devant être accueilli dans un nouveau musée réalisé par un autre architecte très connu qui a comme principal élément de sa réputation de sous-évaluer fortement le prix de ses constructions futures et donc de faire payer très cher, in fine, ses commanditaires publics, les réalisations de ces bâtiments. Je ne citerai pas son nom, voilà. Ni celui de l'autre, hein, vous avez remarqué. Mais l'autre élément de controverse... Alors, les Français ont controversé... l'élément de la controverse en France était beaucoup lié autour de les musées perdent leurs âmes. Oui, parce que quand même tout ça... D'accord, c'est un architecte français qui va faire le bâtiment, mais les musées, en contrepartie, louent le droit d'usage du nom Louvre Abu Dhabi pour une valeur de 400 millions d'euros pour 30 ans. Donc, c'est une petite cagnotte quand même pour les musées français, outre tous les autres frais que vont devoir payer les Abu Dhabiotes pour la réalisation de ce projet. En tout, on estime que c'est un contrat à 1 milliard d'euros. On peut se dire, ouais, c'est quand même mieux que de vendre des Rafales pour le même prix, pourquoi pas, enfin, voilà, c'est un peu la même idée. Et donc en France, la controverse, elle portait plus sur, oui, mais est-ce qu'on peut tout exposer? Est-ce qu'ils vont accepter qu'on expose des nus? Et est-ce qu'on ne vend pas notre âme au diable? Il y a un autre projet, en fait, sur l'île de Sadayat, qui est un projet de Guggenheim Foundation, par toujours le même architecte américain. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des associations américaines qui sont très investies dans un autre registre de controverse qui est, oui, mais quelles sont les conditions de travail des gens qui réalisent ce musée? Et en fait, ce qu'ils pointent comme élément de controverse, bon, en plus, c'est les mêmes qui pointent un autre élément de controverse, c'est les dérives consuméristes de la Fondation Guggenheim, mais eux pointent beaucoup plus la controverse du, mais finalement, ça s'adresse à qui? C'est pour quel public? Parce que finalement, à Abu Dhabi, il n'y a pas grand monde qui y habite, à part les migrants qui sont exploités sur des chantiers, mais dont on peut soupçonner qu'une fois qu'ils seront morts sur les chantiers, ils ne seront plus le public potentiel de ces musées. Et donc là, on voit que le registre de la controverse, il est d'une autre nature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est réactualisé aujourd'hui dans la controverse d'Helsinki. Alors vous dites, mais on a une globalisation totale des controverses sur ces histoires de musées, parce que les gens qui s'opposent au musée Guggenheim d'Helsinki, c'est des New-Yorkais qui sont les porteurs de cette association contre le Guggenheim Abu Dhabi, où on exploite les migrants clandestins ou pas clandestins d'ailleurs. Donc vous voyez, là, il y a une globalisation de ces controverses sur la relation entre les musées et leur territoire. Donc là, on va dire, il faudrait, en guise de conclusion, peut-être retomber un petit peu à Reims, parce que là, je pense qu'on est parti très très loin dans cette histoire de rapport entre grands musées et grandes villes. Pour revenir à Reims, où moi, d'après ce que j'ai compris, les éléments de controverse les éléments de motivation pour la création d'un nouveau musée étaient complètement différents de ce dont je vous ai parlé, à savoir, j'ai pas eu le temps de vous parler du Lens, du Metz, enfin, si, juste le Louvre à Lens.
Bon, je vous invite à y aller. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'entre la station de TGV et le musée, on ne voit pas la ville. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, d'accord. On n'a peut-être pas vu la même chose. Centre Pompidou à Metz, première année d'ouverture, 600 000 visiteurs. Cette année, 300 000. Ils n'arrivent pas à boucler le budget. C'est un petit problème. Institut du monde arabe à Tourcoing. Là, je vous surprends. Je connais pas. Et voilà, j'étais sûre, personne ne connaît. C'est normal. Même les gens de Tourcoing ne savent pas qu'ils ont une antenne à l'Institut du monde arabe à Tourcoing. Mais bon, revenons à Reims. À Reims, moi, ce que j'ai compris de la controverse qui anime la ville de Reims sur ces questions de musées, c'est que, en fait, vous avez des collections, mais vous n'avez pas les espaces pour les exposer. Que vous avez un musée actuellement qui va pas très bien. D'après les chiffres de l'Office du tourisme de Champagne-Ardenne, il y avait 48 000 visiteurs en 2010. Et pour autant, qui est dans un bâtiment historique, qui pourrait peut-être être réhabilité. Je n'ai aucune idée de la taille de l'ensemble de ce bâtiment, puisque je l'ai visité tout à l'heure. Et en fait, la plupart des salles sont fermées parce qu'on est en décrochage d'une ancienne exposition. Enfin, en tout cas, j'ai visité 2 salles que j'ai trouvées fort intéressantes. Et effectivement, bon, il y avait 2 autres touristes avec moi. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait aussi un groupe de gens, des enfants avec leurs parents, et qui écoutaient les médiateurs du musée leur expliquer comment on faisait un vitrail, et qui les invitaient à faire leur propre vitrail. Moi, j'ai appris plein de choses d'ailleurs sur comment on fait un vitrail. Et puis il y avait un autre groupe qui était avec une autre médiatrice sur un tableau qui leur expliquait qu'il était fait en coquille d'œuf. Donc les enfants étaient tout à fait fascinés par ce tableau en coquille d'œuf. Et j'ai discuté un petit peu avec quelqu'un de ce groupe qui m'a expliqué qu'il venait d'Épernay, qu'en fait c'était la Maison pour tous d'Épernay, qui organisait toute l'année un travail avec les enfants de certains quartiers sur la création de marionnettes, et qu'ils avaient programmé 3 sorties dans l'année, une sortie au musée, une sortie à Charleville au musée des marionnettes, et la 3e, je ne sais plus ce que c'était. Et là, en fait, je me suis dit, peut-être que là, on a un élément de discussion qui est d'une toute autre nature. Ici, faire un grand musée, plutôt que d'être une grande ville, c'était pas là, de ce côté-là, qu'il fallait reposer la question autour de pourquoi faire un musée à Reims. Voilà, je vous laisse débattre. Merci beaucoup d'avoir partagé. On va passer à deuxième temps du café géo. Sur les questions. Je suppose qu'il y a des questions. Moi, je préférerais entendre la salle parce que nous, on sait ce que. Moi, j'aimerais bien entendre des personnes étrangères à l'association qui soutenait un grand projet. Et ce qu'elles entendent, justement, les gens qu'on n'a jamais vus. Alors, ça peut être des questions qui sont liées au projet avorté du grand musée du Moulin, mais ça peut être aussi des questions plus générales ou d'un autre ordre sur les relations entre musée et ville, ou politique urbaine et politique culturelle, bien entendu. Quelques compléments. Richard Dupuis, le musée n'est pas un terme déposé. Tout le monde peut créer un musée. Et en France, il y a une loi en 2002 qui a institué les musées de France. En France, il y a 1330 musées de France, donc principalement des musées publics. Le monde des musées en France est un monde principalement public. Il y a quelques grandes collections privées, mais c'est principalement un monde public. Et les collections sont inaliénables. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de controverse depuis 2002. Toute œuvre d'un musée de France est trésor national et ne peut pas être cédé au titre de la musique. Le musée est un véritable outil d'aménagement du territoire, mais je n'ai pas bien entendu la relation entre grandes villes et développement au niveau national. J'en ai quelques cas, mais je n'ai pas bien perçu si un musée dans une grande ville, un grand musée dans une grande ville est un facteur de développement ou pas. J'ai entendu des questions, des exemples, mais je n'ai pas entendu. La réponse à la question, mais parce que finalement, ça dépend comment on pose. Qu'est-ce qu'on appelle un grand musée et ce qu'on appelle une grande ville.
Vous voyez, c'est un peu la question de fou la poule. Sur la controverse sur la vente, je reviens quand même. 2007, Sarkozy demande à sa ministre de la Culture d'étudier la question. Elle va donner une lettre de mission à un ancien conservateur, Jacques Rigaud, qui va étudier la question. Suite à ça a été débattu. Il y a eu une demande une question parlementaire qui a été lancée. L'idée, c'était que les œuvres, c'est un stock et qu'il faut mieux le gérer. Et en fait, l'étude de Rigaud est arrivée à la conclusion que finalement, des œuvres cachées qui ne seraient pas montrées, il n'y en a pas tant que ça. Qu'on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui ce qui ferait patrimoine demain, donc il vaut mieux se préserver. C'est un peu... voilà, conserver les œuvres, c'est aussi se préserver pour l'avenir, de savoir ce qui serait intéressant. Et surtout, ce qu'il dit, c'est si vraiment, pour plusieurs raisons, on veut céder une œuvre, on peut passer par une procédure de déclassement. C'est compliqué, mais ça peut se faire. Et ça s'est fait une fois dans un cadre d'une cession gracieuse, qui était le déclassement d'une tête maori par le musée de Rouen, qui l'a rendue. C'est une exception, mais ça montre que la procédure, elle est possible. Mais en tout cas, la controverse, elle a été quand même lancée et il y a eu quelqu'un de missionné pour y réfléchir. Et elle revient. Elle repart, et puis elle revient. Et puis elle repart, et puis elle revient. Et moi, je pense que c'est une controverse qui est ouverte et qui est, à mon avis, qui n'est pas fermée. Donc, la définition que j'ai donnée, c'est la définition de l'ICOM, qui est une association qui réunit les principaux musées mondiaux et qui est sous label UNESCO. On va dire, c'est une définition consensuelle. Voilà, c'est une définition consensuelle, le label Musée de France incluant d'autres types d'établissements. Mais c'est autre chose. Donc, un grand musée, une grande ville, le développement. Et là aussi, je vais répondre sans répondre. C'est-à-dire, développement, qu'est-ce qu'on appelle développement? C'est le développement économique, le développement social, le développement des fréquentations par les publics. Qu'est-ce qu'on met derrière développement? Si on dit développement économique, bah tiens, je vais prendre le cas de Lens, ou développement territorial. Cas de Lens. Vous y êtes allé, ça vous a plu. Le musée est assez incroyable quand même. Enfin, il y a un monde fou. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'y suis allée, il y avait un monde fou. Les œuvres sont super bien mises en valeur, on peut tourner autour. C'est vraiment une réussite d'un point de vue muséal. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une réussite d'un point de vue muséal, au sens où les gens viennent, ils sont contents, ils ont vu des œuvres. Ce qui est montré est vraiment magnifique. Après, ils ont des choix de muséographie qui sont compréhensibles ou pas, mais voilà, c'est quand même très intéressant. Effet sur le développement du territoire, ben, ils y vont au forceps. Et c'est ça la grande différence avec, par exemple, le cas de Bilbao, que j'ai un petit peu détaillé, pour rappeler que Bilbao, le musée, c'est la cerise qui vient au-dessus du gâteau du projet de développement. Dans le cas de Lens, on a lancé le projet de musée. Enfin, rappelons l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous la connaissez, mais tout le monde ne la connaît pas. C'est en 2003, le ministre de la Culture qui lance la grande idée, on va décentraliser les grands équipements muséaux. Deux territoires répondent à l'appel, Metz. Alors, il me semble que, mais vous connaissez peut-être plus, parce que c'est plus près de chez vous, mais il me semble qu'à cette époque-là, était élu au conseil régional de Lorraine, quelqu'un qui, par ailleurs, était aussi ministre de la Culture. Mais je ne suis pas sûre de moi. Ouais. Par contre, sur Lens, qu'est-ce qui se passe? On est en 2003-2004, on est sur la lancée de l'île 2004, une grande effervescence, tout le monde y croit, la culture c'est super, allons-y. Et le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même un peu plus ou moins en conflit avec la maire de Lille, a envie de lui aussi faire son grand truc culturel contre la maire de Lille, tout en bénéficiant de cet effet positif. Et donc dit, ouais, moi ça m'intéresse. Dans ma région, on veut accueillir une antenne d'un grand musée parisien. Ça sera le Louvre. Et pour choisir la ville d'accueil, il lance un appel à candidature auprès des villes de la région. 6 villes vont candidater, dont Amiens, qui n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je ne vois pas comment elles pouvaient l'avoir. Et 5 autres villes, Dunkerque, Valenciennes, Arras, Boulogne et Lens. Et Lens va gagner. Lens a la particularité d'être
la ville d'origine de Daniel Percheron, mais ça n'a sans doute pas joué en la faveur de cette candidature. Mais le problème, c'est que Lens-Liévin, c'est la communauté d'agglomération qui est censée porter ce projet. Ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas à faire un projet de territoire. Il n'y a pas de projet de territoire. Pour réussir à faire un projet de territoire sur cet espace, ils sont tous de la même couleur, enfin, ils étaient tous de la même couleur politique. En ce moment, c'est en train de changer singulièrement de contexte, mais ils ne s'entendent pas. Et en fait, la seule moyen dont ils ont réussi à vraiment construire un projet de territoire, c'est en sortant complètement par la bande à travers la mission bassin minier, qui était une mission de valorisation du bassin minier, qui a promu l'idée d'une candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qu'il a obtenue, et qui en fait fédère des projets de territoire à l'échelle du bassin minier. Mais c'est vraiment passé par la bande, par une association, et donc relativement déconnecté des pouvoirs locaux, enfin pas déconnecté des pouvoirs locaux, mais dans une autre sphère de décision que les sphères communales et intercommunales classiques. Lens-Liévin, Lens, ah ouais, on a Eure à Lens. Enfin, on a le Louvre à Lens. Ah ouais, mais ça fait pas tout seul, ça fait pas développement en fait. Et donc quelques années après, alors que le projet de musée était lancé, on avait choisi l'archi, etc., ils se sont dit non mais ça va pas se faire tout seul. Donc ils ont missionné des urbanistes parisiens pour réfléchir à comment aujourd'hui constituer un projet de territoire. Et ils essayent de construire un projet de territoire, mais c'est très très ténu. Ça s'appuie sur, en gros, on va labelliser des petits projets des territoires, on va les labelliser Eure à Lens, et ça fait projet de territoire. C'est quand même assez précaire, et ça, moi je les ai rencontrés il y a 1 an, et depuis il y a eu les changements politiques au municipal qui changent encore la donne, parce que cet équilibre politique, il est encore plus précaire qu'avant. Donc les effets en termes de développement du territoire, mais dans le même temps, on peut toujours répondre, mais est-ce que c'est ça qu'on doit attendre d'un musée ? Est-ce qu'on ne doit pas juste attendre qu'il expose des œuvres, que les gens viennent les voir, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils découvrent des choses ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter à ça ? Et finalement, si on s'arrête à ça, on pourrait dire le Louvre à Lens, il réussit son pari. Si on dit qu'il doit avoir un effet sur le territoire, à part chez Cathy, l'estaminet qui est juste en face, je ne vois pas qui bénéficie du Louvre à Lens. Très bien d'ailleurs chez Cathy, on mange très bien, mais parce que tout est fait pour qu'on ne voit pas le territoire. Donc ça pose quand même... Ça pose des questions. Ils ont même réussi à mettre quand même un alignement d'arbres pour pas le long de la promenade. Vous étiez allé en TGV ? On est allé plusieurs fois, mais on a rencontré des gens du territoire. Oui, on a rencontré des gens. Vous êtes dans une volonté. Le plaisir dont vous avez parlé, là, effectivement, ils l'ont dit, quand ils ont vu pour la première fois certaines œuvres, ils étaient extrêmement émus. C'est des gens de la ville, parce que nous sommes allés dans la ville. Maintenant, c'est vrai que le musée, il est quand même séparé de la ville et qu'il n'y a pas de lien direct avec la ville. Et que tout est fait pour qu'il n'y en ait pas. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, on arrive en TGV, il y a un cheminement, on suit le cheminement, il y a des arbres le long du cheminement qui viennent d'être plantés pour qu'on ne voit pas la ville. Je ne sais même pas s'ils s'en sont rendus compte quand ils l'ont fait quand même. Mais c'est fait... bon, bref. Donc, à la question grand musée, grande ville, grand territoire, grand développement, je dirais, un musée tout seul, il ne peut pas faire. C'est une question de gouvernance de territoire, c'est un élément parmi d'autres, et que c'est peut-être pas ça les enjeux qu'on doit faire porter à un musée. Et c'est pour ça que j'ai fini avec le côté un petit peu démago du centre social d'Épernay, mais parce que, oui, ok, il y avait peut-être que, mais eux, ils étaient là, les enfants, ils étaient super sages, ils ont fait des dessins, ils ont appris des choses, les parents aussi. C'est ça aussi un musée. Voilà. C'est notre objectif également. Je veux dire, on a défendu le projet effectivement pour que les Rémois puissent voir une collection qu'on ne voit jamais. Donc c'était quand même un effet important pour le patrimoine, s'approprier du patrimoine. Je pense que les musées jouent ce rôle-là quand même. Et en même temps, de développer tout un travail de médiation culturelle vis-à-vis des publics rémois. Ce que fait déjà le musée d'ailleurs fort bien, puisqu'ils ont été récompensés par le prix Jean Zay, mais qui ne peuvent pas faire ce qu'ils voudraient et qui le font dans des conditions vraiment incroyables. J'ai vu des ateliers le mercredi après-midi dans les Algeco, c'est ce qui se passe à Reims. Vous n'avez pas d'endroit d'atelier comme on peut voir dans d'autres musées. Et malheureusement, c'est une situation qui risque de perdurer. Voilà. Je crois que nous, nos objectifs, c'était quand même cela d'abord. Maintenant, je voudrais quand même parler d'un cas, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le cas du musée d'art contemporain
dans le quartier de Barcelone, qui a quand même, je crois que c'est le quartier Raval ou quelque chose comme ça, qui a revitalisé quand même tout ce quartier, qui était quand même un quartier en déshérence. Et alors, d'après ce que j'ai pu entendre ou lire, c'est qu'il y avait quand même, les touristes venaient là, et ça avait quand même eu un effet, je dirais, sur le quartier, je ne dis pas sur la ville, parce que maintenant, bon, ils ont quand même beaucoup joué sur le tourisme de masse, hein, malheureusement, à Barcelone. Mais enfin, peut-être que c'était un exemple, je ne sais pas exactement, il faudrait y creuser un peu, où il y a eu quand même un effet positif, je dirais, sur un quartier. Je ne peux pas vous dire. C'était aussi le projet du Grand Musée au Boulingrin. Oui. Parce que c'était au départ, le Grand Musée devait même être un projet sous les Halles. Donc c'était déjà l'implication dans un quartier. C'était pas possible parce qu'il fallait faire une boîte dans la boîte. Donc le projet s'est déplacé sur le parking. Et là, on revitalisait aussi le quartier. On a rencontré tout à l'heure le galeriste qui vient de s'installer à côté. Il nous disait, moi j'en rêvais, j'attendais que ça, parce que ça faisait partie du chemin de l'axe Cardo qui part de la cathédrale et qui va justement faire circuler les Rémois et les touristes à travers toute la ville. Là, et on arrive dans un autre quartier et on le fait revivre. Non seulement tous les restaurants, beaucoup de restaurants sont là, ils sont prêts, ils attendaient que ça. Et les commerçants sur le passage aussi. Sur le passage d'une déambulation un petit peu culturelle, on va dire. Et les hôtels aussi, puisque grâce à ça, ça faisait une nuitée en plus, enfin ça faisait au moins une nuitée, parce que jusque là il reste une journée, et grâce à ça, ils étaient, entre parenthèses, obligés de rester au moins une nuit et de passer une seconde journée. C'était aussi... C'est ça. Si vous avez rencontré à l'Office du tourisme, effectivement, les touristes viennent souvent passer une journée. Ils font le tour, une cave, la cathédrale, et hop, on repart. L'objectif aussi, c'était de les faire rester une journée de plus, donc nuit. Et pour ça, un musée un peu plus loin, c'est-à-dire qui faisait profiter de la ville, ça laissait, avec une belle, avec une offre culturelle beaucoup plus importante, ça permettait quand même de garder un peu nos visiteurs. Là, ils vont être encore dans tout ce petit, puisque le projet c'est la réhabilitation du musée actuel, ça va être le petit carré, là. Les caves sont pas loin, donc on aura le palais du Taux, la cathédrale et le musée. Tout ça, ça peut se faire en une journée sans problème, sans profiter du reste de la ville. L'objectif, c'était aussi de faire respirer la ville d'une façon urbanistique. On a aussi essayé de réfléchir avec des urbanistes quand on a soutenu le projet. Contrairement un petit peu l'exemple de Louvre-Lens. Oui. Mais pourquoi choisir ce site du Boulingrin et pas un autre site dans la ville? Alors c'est historique, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire puisque, alors l'histoire, très vite, le musée des Beaux-Arts de Reims a été créé pour abriter notamment la collection d'Henri Vanier. Henri Vanier, c'était le collaborateur de Madame Pommery, qui donc est la fondatrice du champagne Pommery. Et Henri Vanier, c'était un grand collectionneur, et il a légué sa collection à la ville de Reims, sous réserve que soit construit un grand musée pour accueillir ses collections. Et ce grand musée a eu déjà une première histoire, puisque on voulait déjà à l'époque, il y a 100 ans, le construire sur le site du Boulingrin. Parce que M. Vanier, il avait son hôtel particulier, boulevard Lundi, juste en face du Boulingrin. Donc, c'était un projet qui était déjà acté. Et puis, il a même fait le forcing auprès de la ville pour qu'on le lui construise, puisqu'il a dit que si il n'avait pas de musée pour héberger ses collections, il allait les offrir au Louvre. Et du coup, la ville de Reims, elle a cherché tout de suite une solution de repli stratégique, ça a été l'abbaye Saint-Denis, parce qu'elle ne voulait pas engager de frais, déjà à l'époque, engager trop d'argent pour construire un nouveau musée. Donc c'est bis repetita, notre histoire.
il y a des questions. Le musée Saint-Rémy, pourquoi il ne pourrait pas avoir une valorisation au niveau de ce musée? Parce que justement, vous parlez des visites des touristes, mais justement, vous faites par exemple de ce musée, il y a par exemple la basilique Saint-Rémy. Pourquoi revaloriser ce musée? Par exemple, y installer une exposition par exemple pour les Beaux-Arts, parce que le musée il est quand même une superficie qui est quand même assez grande. Alors, il y a deux enfin, je peux me permettre? Allez-y, c'est intéressant. Parce qu'il y a deux histoires. Effectivement, dans l'histoire de l'axe Cardo, qui est un axe de l'époque gallo-romaine, effectivement, le musée Saint-Rémy est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on étendrait le parcours d'ici jusqu'au musée Saint-Rémy, qui abrite une magnifique collection archéologique qui se suffit en elle-même. Donc effectivement, réhabiliter ce musée, c'est aussi une nécessité, et le remettre en valeur aussi. C'est aussi une nécessité. Mais on ne peut pas, par contre, relier les deux collections. Par contre, il peut y avoir un seul directeur pour tous les musées de Reims, ce qui se fait beaucoup maintenant dans les villes. Le directeur du musée des Beaux-Arts de Reims, qui du coup a jeté l'éponge puisqu'il n'y aura pas le musée tel qu'il l'a accompagné dans son projet avec les architectes. Le directeur du musée des Beaux-Arts de Reims s'en va. Il va prendre la direction des 5 musées de Dijon et du patrimoine de Dijon. Et la ville de Reims envisage éventuellement d'avoir le même projet, c'est-à-dire de donner un seul directeur pour tous les musées de la ville, ce qui répondrait un peu à votre question. Il y avait une autre question. Je vais un peu dévier le sujet en dehors des enjeux locaux et des enjeux territoriaux vers des enjeux peut-être plus sociologiques. Ce que montre bien, à mon avis, en creux et en contre-exemple, le Carré-Moi, et ce que montrent les grandes initiatives muséales que vous avez évoquées, c'est que finalement pour créer des grands musées visibles, il faut à la fois une forme de volontarisme des élites politiques et une forme d'accompagnement, y compris financier, par les élites sociales et financières. Et là-dessus, on se heurte effectivement sans doute dans le Carré-Moi à une double difficulté, les limites du volontarisme public local d'une part, et d'autre part les logiques de déterritorialisation d'une bonne partie du capital des grandes entreprises, notamment des grandes maisons de champagne, dont les enjeux se jouent maintenant ailleurs, dont les revenus sont désormais investis ailleurs, à savoir dans les grandes villes métropoles, les grandes villes capitales, où se jouent les marchés de ce secteur du luxe pleinement internationalisé, et plus clairement dans les terroirs où se fabriquent les produits qui font pourtant cette prospérité. Donc que reste-t-il en pratique? Eh bien, il reste la violence des riches, comme disaient Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dans leur ouvrage assez récent. La violence des riches, qui se traduit concrètement par des formes de désintérêt, par des formes de manipulation ou d'optimisation fiscale des territoires dans lesquels on décide de faire jouer la surenchère de l'offre culturelle, des collections. L'exemple de François Pinault semble là-dessus extrêmement heureux, voire le désinvestissement complet. Et pour le coup, l'internationalisation des grands groupes qui maintenant ont acquis les principales maisons de champagne, qui sont en partie des grands groupes internationaux, qui n'ont plus nécessairement leur siège en France, ni d'ailleurs les intérêts financiers et les placements financiers de leurs propriétaires en France, ont sans doute également la responsabilité et éclairent une partie de la situation réelle. Complètement. Si je puis me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur, mais je pense tout de même que la volonté politique à elle seule devrait pouvoir être suffisamment fédératrice pour unir tout de même un certain nombre de volontés, même locales, y compris dans le cas économique rémois particulier que vous évoquez, et qui est effectivement, bien sûr, tout à fait juste. Et j'en profite pour dire que cette intervention s'appelle Grand Musée, Grande Ville. Mais j'ai envie de dire que le musée, quelle que soit l'importance de la ville, est un élément à la fois de développement économique et de développement culturel, y compris dans son aspect éducatif qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est ô combien très important, et que c'est valable aussi pour de petites villes. J'ai deux exemples en tête, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Une petite ville comme Lodève,
dans l'Hérault, à 2 pas de Montpellier. Montpellier qui, par ailleurs, évidemment, a fait un effort considérable pour ses musées, en particulier pour le musée de Fabre, qui est aujourd'hui un des plus gros musées de France. Mais à Lodève même, qui est donc une petite commune, le maire a eu une volonté politique très forte de dynamiser son petit musée assez modeste qui occupe la maison natale du cardinal Fleury, et avec une collection qui n'est pas bien considérable, en invitant, en l'occurrence c'était une conservatrice qui venait de Chartres, à organiser régulièrement des expositions importantes à ambition nationale. Donc voilà un élu qui a compris que la culture avait à la fois un intérêt économique, culturel et politique. C'est le cas aussi pour d'autres petites communes, je pense à Vic-sur-Seille par exemple, où il y a un musée La Tour, ou au Canet. Enfin vous me direz le Canet, proximité de Cannes, c'est pas tout à fait un désert culturel, mais enfin le musée de Bonnat au Canet est aussi une volonté quand même forte d'un établissement. Donc je pense que le problème c'est de se heurter parfois à des je ne sais pas si on peut dire une élite politique, en tout cas à des élus qui, Dieu merci, beaucoup ont compris tout l'intérêt culturel pour leur population et en même temps économique des musées, et puis certains malheureusement ne l'ont pas compris. Et je crois que il faut bien reconnaître que Reims est quand même un cas, en effet. Moi je suis un vieux Rémois, mais je me suis réinstallé à Reims récemment, un cas que je trouve particulièrement dramatique. Puisque j'ai été un guide bénévole dans ce musée des Beaux-Arts il y a 40 ans, et depuis 40 ans, ce musée n'a absolument pas changé. Et c'est évidemment un drame pour la collection, et aussi, surtout pour la population, pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour la population locale, qui se trouve privée d'un instrument d'éducation absolument capital dans une ville comme Reims. Le poids des acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs économiques des territoires ou les acteurs culturels. Et dans le cas de Lodève, le rôle personnel de la conservatrice et des réseaux nationaux et internationaux qu'elle avait pu jouer dans ses postes antérieurs a été déterminant. Le fait, depuis son départ du musée de Lodève, le musée a de réelles difficultés. Non, mais vous avez tout à fait raison, mais le fait de la faire venir a été une volonté politique claire de la part de l'élu. C'est ça que je veux dire. Et d'où effectivement l'importance justement des acteurs et d'une sociologie de ces acteurs. Soit véritablement pensé et présenté. Même à base du temps de David Millot, qui va partir, il a quand même organisé des belles expositions d'envergure nationale quand même. Il n'était peut-être pas encore revenu à Reims pour les voir, mais d'autant plus que certaines étaient reconnues d'intérêt national, et donc la qualité de son travail était reconnue incontestablement. D'ailleurs, il y a eu, on sait, vous savez mieux que moi, une politique d'achat, d'acquisition, de dépôt, dans l'optique justement de ce nouveau musée pour enrichir les collections. Donc maintenant. Mais est-ce que dans la conjoncture économique actuelle, qui est quand même pas favorable aux investissements comme ça, est-ce qu'il y a d'autres villes que Reims qui ont des projets, malgré tout, de faire de nouveaux musées? Attendez, je réfléchis. En France? En France, oui. Parce que c'est un des arguments qu'on nous a opposés, le coût. Le coût? Oui. L'argument du coût? Ben oui, on n'a plus les moyens de s'offrir. Au début, dans les arguments de campagne de monsieur le maire actuel, c'était on n'aura jamais les moyens de construire ce musée, ça sera trop cher. Donc on abandonne. Non, il y avait un autre projet, je crois. C'est lié à un autre projet. Il y a un choix politique sur un autre projet. Ah oui, la piscine. Oui, là, la piscine. Donc c'est ça qui est, je crois, la réalité. D'accord. Mais on vient d'apprendre quand même que la réhabilitation coûtera plus cher. Alors moi, je me méfie des estimations des coûts. Parce que quand on suit un petit peu les projets, on se rend compte que c'est bizarre, mais à la fin, ça ne coûte jamais le prix qu'on avait prévu. Donc, j'aurais tendance à dire, la question de l'estimation des coûts, c'est aussi un instrument de construction d'un débat, d'une controverse, d'une argumentation, parce que peut-être on a une fourchette,
Et suivant un cas, on va prendre la fourchette haute et d'autres fois, on va prendre la fourchette basse. Donc, il faut faire très attention à ces questions de coût, parce qu'un bâtiment, on peut dire, on sait combien ça coûte de construire un bâtiment. Le coût de la construction d'un bâtiment, on sait à peu près. Ah oui, sauf que ça dépend. Après, on peut faire des petits trucs en plus dans le bâtiment. On peut avoir des petites fioritures qui font que c'est beaucoup plus cher que prévu. Le coût du terrain, là, je suppose que c'est un terrain public. Et puis... Alors, je vais peut-être poser un élément de polémique qui est inapproprié, mais vous allez me dire, vous allez parler des commerçants, quand même, ils auraient bien aimé, de la revitalisation du quartier du Boulingrin. Il se trouve que moi, je suis venue au mois d'octobre à Reims, et en fait, je me suis baladée dans ce quartier du Boulingrin. Je n'ai pas trouvé qu'il était dévitalisé, le quartier du Boulingrin. J'ai même plutôt eu l'impression que j'étais dans le coin le plus chic de la ville. Et moi, il me semble que la question qui peut être posée de manière hyper polémique autour de la question de l'installation d'un équipement muséal, c'est oui, mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un instrument de production de la ville ? Parce qu'à partir c'est une manière de créer de l'aménité, c'est une manière de créer de la valeur dans un territoire qui n'en a pas ou qui n'en aurait pas assez, et pour rendre possible certaines opérations immobilières. J'ai l'impression... À vous de me dire si je me trompe, mais dans votre site web, là, il y a un truc concernant le projet Agora. Alors, je ne sais pas ce que c'est le projet Agora, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui se joue autour de... Il y a le musée, ok, mais il y a d'autres opérateurs économiques qui veulent bénéficier de la présence du musée, et tout ça est très éloigné de nos histoires d'éducation, etc. Et qu'il y a aussi des enjeux de valorisation foncière, de développement de certaines activités économiques en lien avec ce musée, et ce que montrait très bien le cas de la Fondation Pinault, où du moment où le truc s'en va, les autres disent « Oh ben finalement, je ne viens pas ». Et moi, j'ai un tout petit peu l'impression que dans le cas du Boulingrin, il y a peut-être aussi ce genre de choses qui jouent, à savoir qu'il y a un potentiel, il y a un grand parking derrière les Halles, et ce parking, il y a peut-être moyen d'en faire autre chose qu'un parking, et autre chose, c'est un musée, mais c'est aussi une manière de financer le musée, pourquoi pas, si on est sur une parcelle publique, un projet de promotion immobilière autour pour pouvoir le financer. Et auquel cas, là, vous avez aussi un autre argument, vous voyez, je retourne mon propre argument pour en faire un autre, qui est de dire, mais non, il ne coûte pas si cher, puisque on peut aussi s'en servir pour valoriser ce qui est autour et financer la construction. Mais ça, vous voyez que là, les arguments financiers, on les prend dans un sens, on les prend dans l'autre, on les retourne, on les détourne. Le musée, là où il est localisé, par rapport aux pratiques habituelles des Rémois, finalement, ils connaissent déjà le lieu. À côté, il y a la médiathèque. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de la médiathèque de Reims qui sont là, mais cette médiathèque, quelle géniale idée, cette grande façade vitrée face à la cathédrale, c'est juste magnifique. Quand je viens, il y a toujours des gens dans cette médiathèque. C'est le centre de la ville, les gens de Reims viennent là. C'est peut-être pas non plus... Oui, enfin, de Reims, Reims agglomération, mais enfin, dans l'organigramme de la ville, c'est la même chose, donc je fais une sorte de raccourci. Ils viennent dans cet endroit-là. Si on pose l'idée que le musée, il sert comme instrument d'éducation et de délectation pour les habitants, c'est pas non plus injustifié que de dire que c'est là qu'il doit être. Par contre, si on a d'autres éléments dans la balance et qu'on se dit, ben non, l'enjeu, c'est aussi de faire découvrir la ville ailleurs, oui, mais la ville pour qui ? Est-ce que les Rémois prendront d'autres habitudes que celles qu'ils ont déjà pour leur sortie du dimanche après-midi ? Enfin, je ne sais pas, il y a des sorties le dimanche après-midi hein ? Premier dimanche du mois gratuit. D'accord, bon, du premier dimanche du mois. Vous voyez, il y a une pluralité de perspectives et selon les intérêts qu'on défend, eh ben, on ne va pas mettre en avant les mêmes arguments. Et moi, je ne suis pas partie prenante du débat. J'essaye d'expliciter tous les éléments et tous les arguments qui peuvent être mobilisés par les uns et par les autres. À vous de vous en saisir dans vos débats. Mais vous voyez qu'on peut retourner les trucs dans un sens ou dans un autre. D'où je reviens à mon argument du financier. On en fait ce qu'on en veut des questions financières. Et donc, est-ce que dans un contexte de crise, on peut ? Je vous dirais, oui, on peut. Du financement, ça se trouve. C'est un de mes profs, mon premier prof, il m'a toujours dit l'argent, c'est pas un problème, ça se trouve. Il suffit d'aller le chercher. Exemple, les maisons de champagne. Vous n'allez pas me dire qu'à Reims, il n'y a pas d'argent quand même. Mais il ne reste pas à Reims, l'argent. C'est exactement ce que vous dites. J'ai eu des entretiens avec une grosse maison de champagne qui m'a clairement dit énoncé ce que vous venez de dire. Ça ne nous intéresse pas dans le sujet. On va au national et surtout à l'international. Ils financent leur propre équipement comme la pommerie.
Ils financent leurs propres équipements comme au Comme Pommery. On a quand même Mais c'est eux qui avaient mis des trucs bleus là. Ah, c'était magnifique. on a quand même Madame Franken, qui est la présidente du cercle des mécènes du musée des Beaux-Arts. Ben voilà. Vous l'avez trouvé l'argent? Il y avait une question là-bas au fond. Vous aviez une question, madame? Oui? C'est intéressant la question de la politique du lieu en ville. Où est-ce que les choses peuvent se passer? Où pourraient-elles se passer? Pour qui? Ouais. Et alors là, c'est pour qui? Moi, j'ai un lieu super. L'hippodrome. Il y a un hippodrome à Reims Qui vient d'être réhabilité. qui doit servir à peu près 5 fois par an. Hein. Enfin, ouais, à peu près. Hein. C'est pas non plus super utilisé, un hippodrome. Qui est idéalement situé au cœur des quartiers populaires de la ville de Reims. Ça serait un beau territoire, là, pour faire un musée des Beaux-Arts, pour la population. Pour faire un nouveau musée pour les habitants, pour l'éducation, tout ça, non? Ça a été dans l'air du temps aussi. J'aime bien lancer des polémiques. Mais il est chouette, le terrain d'hippodrome. Dans la contexte, Ah, mais voilà, je cherchais un exemple, merci. Prenons l'exemple du Macval. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être ce cas. Le Macval, c'est un musée d'art contemporain. Le Macval, qui est un musée porté par le Conseil général du Val-de-Marne, communiste, qui a une politique très très forte d'art contemporain depuis que le Conseil général est communiste, donc depuis très longtemps. Je ne sais pas si ça va durer. Et ils ont acquis des œuvres contemporaines d'artistes vivants depuis très longtemps. Ils se sont constitués une collection et ils ont décidé de créer un lieu pour exposer cette collection. Le lieu choisi, on est dans le territoire du Val-de-Marne, c'est Vitry-sur-Seine, dans un site au cœur de quartiers très populaires et qui n'est pas hyper accessible quand on vient de Paris, donc quand même très destiné aux populations locales, qui est assez modeste, qui fait 100 000 m². Mais c'est assez grand, on y passe facilement une après-midi d'exposition de la collection. Et en fait, ils ont un travail très très fort vis-à-vis des publics locaux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément une fréquentation très importante venant de Paris, mais parce que ce n'est pas leur cible. Et ils ont 70% de leur public qui vient du département du Val-de-Marne. Parce que leur objectif, c'est de s'en servir comme un instrument d'éducation au regard de leur population, de leur territoire d'intervention. Et donc là, on est sur un projet politique fort, un projet artistique fort, culturel fort, de soutien à la création et d'éducation, et de conservation et d'éducation. Et les questions d'attractivité territoriale, ce qui est très intéressant, c'est que les acteurs locaux, ça leur passe au-dessus de la tête. Le seul qui s'y intéresse un peu, c'est l'Agence de développement économique du Conseil général qui faisait ces événements d'entreprise là-bas. Mais l'établissement public qui est en charge de l'aménagement du site, ça ne fait pas du tout partie de leur radar. Le Conseil général, sur ce secteur-là, il n'a pas particulièrement... Enfin, il a des projets de transport, mais c'est autre chose. On n'est pas du tout sur la même logique de développement territorial que dans d'autres espaces. En plus, c'est intéressant parce que ça s'est créé en même temps en 2005. Donc, le projet était en cours en 2005, en même temps que le projet Pinault, et on voyait bien qu'on n'était pas du tout dans la même logique muséographique et de rapport au territoire. Ils ont recruté des médiateurs qui viennent des quartiers, qu'ils ont formés. Ils accueillent beaucoup de scolaires. Enfin, voilà, leur politique, elle est principalement éducative et à destination des publics de leur territoire. Et ma foi, d'un point de vue artistique, muséal, c'est un travail qui est reconnu. Donc, ce n'est pas au détriment de la qualité de leur travail d'exposition. Et vous aviez une autre question ? Non ? Non, vous n'aviez pas une autre question? Vous avez levé la main? Oui, vous? Oui. C'est pensable qu'il n'y ait pas de grands lieux, mais des petits lieux, plusieurs lieux. On a eu une mode qui était de faire des petits beaubourgs ou des petits... Des espaces non permanents, en gros des chapiteaux, quoi, ou des algécos améliorés. Hein, voilà. On a eu cette mode-là avec une sorte d'essaimage dans les quartiers, etc. En fait, ça n'a pas duré parce que ça pose des gros problèmes de surcoût de gestion.
En fait, plus vous avez de lieux, plus vous avez de frais d'entretien. Donc, d'un point de vue théorique, on pourrait trouver ça satisfaisant parce que ça permet d'être proche des publics, etc. D'un point de vue pratique, c'est très coûteux. Par contre, il y a d'autres types de politiques publiques d'art contemporain qui peuvent être menées et qui sont des instruments de diffusion de l'art contemporain. C'est par exemple les politiques d'artothèque. Je vais prendre le cas de la ville de Chambéry, mais la plus connue, c'est la ville de Caen. Donc il y a Caen, Chambéry, Grenoble, Besançon, Gennevilliers, je ne suis pas sûre. Enfin bon, quelques villes comme ça qui ont des artothèques. Et en fait, c'est le même principe qu'une bibliothèque. C'est les villes se constituent une collection d'œuvres qu'elles vont mettre en prêt à des habitants, mais aussi à des institutions publiques ou privées qui sont membres de l'artothèque, enfin qui adhèrent à l'artothèque. Et donc, par exemple, dans le cas de la ville de Chambéry, tous les équipements publics de la ville régulièrement exposent des œuvres de l'artothèque dans leurs murs, mais aussi certaines entreprises partenaires qui vont adhérer à l'artothèque, mais qui adhèrent à l'artothèque en ne payant pas le même prix qu'un particulier. Et donc ça permet aussi d'abonder au financement pour acquérir des œuvres. Et c'est principalement des lithographies parce que bien sûr cette question du prêt, elle limite forcément le format des œuvres qui peuvent être transportées, prêtées. Donc ça ne peut pas être n'importe quel type matériellement d'œuvre, il ne faut pas que ce soit trop fragile, parce qu'il ne faudrait pas que ça se casse, etc. Mais ça, c'est une démarche qui est très intéressante et qui fait rentrer l'œuvre d'art chez les gens. Voilà. Donc on a aussi ce type de propositions qui sont complètement différentes. On n'est plus du tout dans du lieu, on s'en fout du lieu. La taille de l'artothèque de Chambéry, c'est grand, je sais pas, ça fait 20 mètres carrés. Parce qu'on les stocke comme ça, les œuvres, comme dans une bibliothèque. Les gens viennent, il y a un catalogue, ils prennent ce qu'ils veulent, ils reviennent. Voilà. On a une artothèque en région Champagne-Ardenne. Donc il y en a une à Lens aussi. Voilà. Et on a eu alors là, au Fonds régional d'art contemporain, hein, mais là, c'est pas un musée, mais c'est quand même la même démarche. On a eu la démarche œuvre nomade. Donc, le FRAC prêtait une œuvre chez un particulier. Chez un particulier, est-ce que ça peut aussi se faire dans des institutions publiques, en fait. Ce qui est, entre guillemets, c'est plus facile à organiser. Oui. Donc, le FRAC, c'est son mission, voilà. Moi, je vais peut-être poser une question un peu provocatrice. Allez-y, j'attends. Pour les gens qui sont là. Allez-y. Non, parce qu'on parle de Lens, etc. C'est quand même des villes post-industrielles qui ont voulu se racheter une image par la culture. Ouais. Est-ce que Reims, elle a besoin de s'acheter une image par la culture? Voilà, voilà, c'est la question du moment. Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a ce besoin? Parce qu'on a parlé de Lens, il n'y en a pas d'autres. Il y a les cités du design à Saint-Étienne, etc. Oui. Enfin bon, voilà. Et c'est la question que je me pose. Et j'aurais même tendance, je vais en rajouter, je veux dire, est-ce que tous les acteurs de la ville de Reims pensent que c'est ça la stratégie de développement de Reims? Ils font semblant, en tout cas. Ben, pas tous. Je ne sais pas, on en a quand même parlé, je crois que vous l'aviez bien dit dès le départ, c'est que vous avez senti qu'il y avait une controverse sur l'histoire des collections. Je crois qu'il y a l'histoire du patrimoine, effectivement, qui n'est pas visible déjà. Et puis on a ajouté tout à l'heure, il y a quand même aussi tout un travail d'éducation pour le public. Enfin, je pense que, en ce qui nous concerne, c'est notre objectif. Bon, après, l'histoire du développement ou de l'image de Reims, c'est vrai que Reims, on a quand même constaté que ça n'avait pas eu forcément une très bonne image, mais je ne pense pas que ce soit notre objectif principal, je ne pense pas du tout. C'est surtout un travail vis-à-vis des publics, comme disait monsieur, quand même, depuis combien d'années maintenant, il n'y a pas de vraie politique, je dirais, artistique à Reims. C'est surtout ça qui... Il y a quand même des beaux établissements. Non, mais je veux dire artistique sur le plan de l'art plastique. Ah, d'accord, ok. Sinon, il y a d'autres, il y a des scènes, effectivement, il y a des choses qui se passent. Plastique, oui. Et dans le cas des villes post-industrielles, c'est surtout qu'il y avait des volontés politiques de changer l'image de la ville. Et il n'y a pas de volonté politique ici en Pas du tout. Moi, je comprends. On a parlé de Louvre-Lens. Nous, on a quand même eu beaucoup de relations avec les... Peut-être qu'effectivement, c'est dommage que ce musée soit à l'extérieur de la ville, mais je crois que la population a quand même envie que l'image, justement, comme vous dites, post-industrielle et de chômage,
c'était valoriser la ville. Comme le Mucem de Marseille, vous avez entendu des gens dire, quand même, on parle de Marseille en des termes un peu plus positifs, on est fiers d'être Marseillais. Oh, mais il l'était déjà. Hein. Oui, peut-être. Mais n'empêche. Le Mucem, c'est un cas super intéressant parce que, en fait, 60% des visiteurs ne visitent pas les expositions. C'est vrai. Parce qu'en fait, le Mucem, qu'est-ce qui a la spécificité de ce nouveau musée? C'est qu'en fait, il s'inscrit dans un projet de transformation du port de Marseille en nouveau quartier de loisirs. Et donc de mise à jour, de mise en accès public d'espaces qui ne l'étaient pas. Et moi, je pense que le site sur lequel ils l'ont fait, il suffisait de l'ouvrir, il y aurait eu beaucoup de fréquentation. Mais là, en plus, ils ont créé des aménités. Mais il faut le dire, c'est vrai que la visite de ce bâtiment est très intéressante. Et je dois le dire, ça m'écorche les lèvres de le dire. Parce que quand on connaît les positions de l'architecte qui a fait ce musée, ça fait quand même un peu mal au cœur que de dire qu'il a fait du bon boulot. Oups, on couperait ça. Et parce que ça s'inscrit dans un projet de transformation de la ville-centre de Marseille. On a parlé de revitalisation tout à l'heure, il faut aussi poser la question, la revitalisation, elle bénéficie à qui? Et dans le cadre de la transformation et de la revitalisation du centre de Marseille, la question est vraiment posée. On a beaucoup concentré, enfin ils ont concentré l'essentiel des transformations autour du Vieux-Port, qui était un quartier populaire. La question, est-ce qu'il sera toujours un quartier populaire, que ce soit Le Panier, Belzins, la Belle de Mai qui est extrêmement pauvre, avec toutes ces transformations, la question est posée. Et les acteurs locaux, d'ailleurs, ont la réponse. Enfin, les acteurs locaux un peu qui sont contre ce type de projet ont des réponses. On a eu notamment un cas dans ce secteur, c'est tout petit, hein, on est vraiment dans l'hypercentre de Marseille. Quel cas de la rue de la République que vous connaissez peut-être? Ça s'inscrit dans la même logique, c'est pour ça que j'en parle. On est un peu loin du musée, mais on est dans cette idée qu'on va transformer le centre de Marseille, qu'on va en refaire un quartier métropolitain, qu'on veut le revitaliser. On a revitalisé la rue de la République, c'était une rue haussmannienne, une grande percée entre le Vieux-Port et ce nouvel espace en transformation qui était le port industriel. C'était essentiellement des immeubles locatifs loués en 1948, donc avec des loyers très peu chers, mais une très forte valeur potentielle puisqu'ils sont en plein centre-ville, qui ont été rachetés par un fonds de pension qui s'est comporté comme le pire des mafieux pour faire en sorte que les gens partent d'eux-mêmes, plus ou moins volontiers. Au final, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens sont partis, contraints ou forcés, avec des pratiques mais de mafieux, il n'y a pas d'autre terme. De défoncer les appartements vides, de couper l'eau, de rendre inhabitables les lieux, parce qu'ils pensaient qu'ils feraient une belle opération spéculative. C'est terrible pour les gens qui ont dû partir, mais là où c'est drôle, c'est que ça n'a pas marché. Et qu'en fait, ils ont été obligés de revendre à des bailleurs sociaux bien moins chers que ceux à quoi ils s'attendaient. Donc, mais à la fin, cette revitalisation de la rue de la République, elle s'est quand même traduite par beaucoup d'évictions. Et le cas de ce qui se passe à Marseille, ça pose vraiment cette question-là. Le Mucem crée un nouvel espace public, c'est vrai, en plein centre. On accède à la mer, avant on n'y allait pas, c'est interdit, mais les gamins se baignent quand même parce que c'est trop tentant, et ils ont bien raison. Mais néanmoins, cette transformation de l'espace littoral du centre de Marseille, cette création de nouveaux espaces publics et de nouveaux espaces de loisirs, ils doivent se comprendre dans un contexte plus large de projet de transformation du centre de Marseille, dont les effets sur les populations habitantes sont très discutables, ou en tout cas sont très discutés localement. À chaque fois que je vais à Marseille, les acteurs locaux... J'y vais souvent et à chaque fois, ça revient là-dessus. C'est une vraie préoccupation pour les associations habitantes qui s'opposent pour ça à la mairie centrale. Donc, le cas du Mucem, il est très ambigu. C'est un musée dont les expositions semblent assez controversées dans les milieux. Moi, j'y connais rien, donc je dis il semble que, je sais pas. L'architecture, pour le coup, il y a quand même... dans l'usage qui est fait du béton, dans la forme, dans les espaces que ça crée, c'est quand même assez bluffant.
juste à côté, vous y êtes allés, vous avez tout vu, vous connaissez tous les musées. À côté, vous avez vu ce magnifique bâtiment qui ressemble à comme ça là. Il est très beau. Vous savez à quoi il sert? C'est le musée de la c'est le musée de... En fait, non. Voilà, c'est ça. Eh ben, il est très beau. Il est très beau. Hein. Enfin, je suis toujours fascinée, moi, par les contre. Et en fait, il sert à rien. Enfin, il sert à rien. En fait, c'est un espace un petit peu de monstration des activités de la région. Donc, il y a des salles de conférences, une grande salle d'exposition, mais quand je dis il ne sert à rien, je veux dire par là qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas un projet fort d'usage de ce bâtiment. C'est un espace où la région s'expose. Ça, quand même, ça interroge. On fait des bâtiments, mais en fait, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Bilan des courses. C'est un bâtiment qui coûte fort cher, qui se voit beaucoup et qui est l'objet d'une grande controverse locale que les uns et les autres mobilisent dans le cas de batailles politiques. Et là aussi, il faut quand même faire très attention avec ce genre de projet qui parfois se retournent contre leurs initiateurs, plus ou moins volontiers. Le président du Conseil général du Rhône, pour le coup, est très honnête de dire « c'est moi qui ai porté ce projet, j'en assume les défauts qu'on constate aujourd'hui ». C'est très courageux de sa part. Parce que tout le monde peut lui tomber dessus sur les surcoûts, la qualité du musée, etc. etc. Et là, le secteur du MUSEM et autour, ça pose vraiment ces questions-là. Ça pourrait donc vouloir dire qu'à Reims, la nouvelle municipalité peut aussi craindre de risquer un échec avec un bâtiment... Ouais, bah ouais. Bah oui, c'est dangereux quand même. Ça peut être dangereux, oui. Enfin, c'est dangereux, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire que je vais vite essayer de trouver un cas comme ça, mais le J4, pour le coup, c'est la ville. Vous savez comment ils l'appellent à Marseille, la ville de la Méditerranée? Villa Voselia, du nom du président du conseil régional. Donc, vous voyez, la mairie, c'est pas les Gaudins, mais la personnalisation du pouvoir, elle est très forte. Non, mais ça, c'est dans la tradition marseillaise. Oui, mais ça reste. J'essaie de trouver un cas comme ça qui s'est vraiment retourné contre ses promoteurs, mais là, je ne le vois pas. Mais surtout que là, on a quelques cas controversés qui viennent d'être inaugurés. Donc, que la municipalité y aille avec des pincettes en se disant « Ouh là là, il ne faudrait pas que ce soit perçu et qu'à la fin, je retrouve avec des surcoûts, etc. etc. » On peut le comprendre aussi comme ça. Surtout si on veut être élu. Bah oui, il a 35 ans, le maire, si j'ai bien compris. Bah, il a toute une carrière devant lui, donc ce sera pour le deuxième mandat. Voilà. On est sur le long terme, hein. On est en urbanisme, on est sur 30 ans, donc... On parlait d'un autre projet, je pense que dans une mandature, on ne peut pas faire 2 grands projets, ça me semble impossible. Bah, il y a une question financière aussi, il faut pouvoir les porter. Et je crois que le choix, il a été fait dans ce sens-là, c'est tout. Il y a un choix qui a été fait, voilà. Après, le musée actuel pourrait être très bien... Pourquoi il n'a été pas entretenu? Enfin, pourquoi il n'a pas été entretenu depuis... moi je pense que c'est le désintérêt... Parce qu'il n'était pas assez fréquenté aussi. Oui, mais c'est l'œuf ou la poule. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plus de choses autour de la cathédrale, mais maintenant il y a la médiathèque, la place qui a été refaite en plus, donc les gens restant une journée n'arrivaient pas me visiter. C'était pas parce qu'il n'était pas intéressant, etc. Il y a toujours des trésors, toujours, donc on regarde. Mais il n'était pas visité. Mais c'est l'œuf ou la poule aussi. Oui, c'est ça. Parce que là, pour trouver le musée des Beaux-Arts, il n'est pas indiqué. Hein. Enfin, il y a le grand panneau quand on est dessus, mais... Pas mal de révols, il n'est pas là, ça vous il faut leur dire. C'est là où on achète les billets pour prendre le bus. C'est juste à côté. C'est compliqué. Les touristes, les années 30, il y a des projets de réhabilitation, c'est un peu... Ah oui, en fait, on attend parce qu'il va y avoir un autre projet. Alors pourquoi investir maintenant puisqu'on sait qu'il va y avoir autre chose? Ouais.
c'est un musée invisible. Il n'y a pas de signalétique. Oui, c'est ça, on ne le voit pas. Il y a quand même un gros panneau sur la façade, mais il faut être dessus, quoi. Sur le mur aveugle. Bon, on voit que tout ça suscite beaucoup de réflexions. Mais c'était. Alors, moi, je voudrais savoir de la part des cafés géographiques, quelle a été la raison de ce choix qui nous préoccupe. Nous, on vient d'avoir une assemblée générale avant-hier de notre association pour savoir si on continuait le combat, entre guillemets, ou si on arrêtait cette association qui s'appelle Grand Musée au Boulingrin. En fait, au moment où on a fait la programmation des cafés géo, on ne savait pas encore si le projet du Boulingrin allait continuer ou s'arrêter. Donc voilà, c'était dans l'actualité, mais il n'y a pas un lien direct avec le fait que le projet s'arrête ou se poursuive. Mais c'était une bonne idée parce que je trouve ça très intéressant. Ça vous donne des arguments? Oui, ça nous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir. Moi, ça me permettrait peut-être d'adopter une attitude un petit peu moins... Plus modérée. Oui, peut-être plus modérée, parce qu'effectivement, à chaque fois, on peut retourner un argument par un autre. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à l'accepter, nous. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le projet éducatif. Oui, projet éducatif. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, personnellement. Et vous avez donné l'exemple du MACVAL, oui, ça c'est un travail vraiment intéressant. Et à mon avis, c'est ce qu'on pourrait faire, je crois. Ça nous semble. Alors que ce soit le musée, un autre musée ou celui-là. Ou alors, on pourrait être encore plus provocateur et dire, est-ce que l'enjeu, c'est un musée? Est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce que c'est pas... alors, je connais pas Reims, je connais pas les problèmes de Reims, mais je vais vous prendre un cas que je viens de découvrir et qui m'intrigue énormément. C'est un lieu qui s'appelle l'Institut des cultures d'islam. Des cultures d'islam. Donc vous n'avez sans doute jamais entendu parler, que j'ai découvert par hasard sur France Culture. En fait, c'est un établissement public de la ville de Paris, dans le 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, un quartier très populaire et très cosmopolite. Et dans cet établissement, alors c'est bizarre parce qu'il y a deux lieux, il y en a un qui ressemble à rien et puis on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et alors il y a le lieu principal, il y a une excellente exposition en ce moment de photographie. Je fais la pub puisqu'il n'y a personne qui y va, donc c'est gratuit. Donc si vous êtes à Paris, allez-y, c'est très intéressant. Sur le thème, c'est des photographes femmes arabes sur le thème de la guerre dans la vie quotidienne. C'est vraiment très intéressant. Et en fait, ce lieu, c'est un lieu mixte, hybride, où il y a des expositions. Il n'y a pas de collection permanente, mais il y a des expositions de très bonne qualité, en tout cas qui sont appréciées par les critiques d'expos photos qui disent qu'il faut y aller. Donc a priori, on peut dire qu'elles sont de qualité, si c'est un critère. Mais il y a aussi des lieux où on peut apprendre l'arabe, le turc, le wolof, le kabyle et d'autres langues rares. On a le berbère, l'oud, la calligraphie. Donc en fait, un lieu où on peut apprendre les cultures d'islam, le oud, l'instrument de musique. Et il y a une salle de prière. Il y a un hammam, très important, un café et une salle de prière. Alors je pense qu'il y a un montage juridique et financier très particulier pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une salle de prière dans un établissement public, etc. Mais c'est extrêmement surprenant cet espace-là. C'est un espace hybride, un espace mixte qui répond en fait à des problématiques de ce quartier. Avoir des salles de prière dans un quartier en renouvellement urbain qui s'adresse à la population, mais dans un contexte où, comment dire, en ce moment c'est compliqué quand on commence à parler de salles de prière, mais il y a vraiment des besoins, mais avec des populations qui n'ont pas les moyens de financer leur propre salle de prière, et si ce n'est pas eux qui la financent, c'est d'autres qui vont la financer, et puis finalement, c'est peut-être pas tant une bonne idée, enfin c'est compliqué, je ne vais pas sur ces débats-là, et c'est aussi un lieu où on fait des expos hyper pointus, où on fait venir des publics qui ne seraient jamais venus à cet endroit-là, et c'est ça qui crée la rencontre. C'est cette mixité des fonctions, des usages, qui crée la rencontre, une rencontre absolument improbable. J'y étais dimanche, on arrive, et là, il y a, je sais pas, 200 mecs qui sortent de la salle de prière en même temps. C'est surprenant, parce que bah, voilà, c'est un peu comme quand on arrive je sais pas, moi, au stade de foot, un jour où il n'y a que des mecs ou un truc, enfin je sais pas, j'y vais jamais, mais voilà, il y a une confrontation. Et bien oui, mais on est là pour ça. On est là les uns et les autres pour ça. Si ça ne les intéresse pas, cette confrontation, ils vont ailleurs. Mais on est là dans un endroit où on se rencontre. Alors peut-être que ce qu'il y a inventé, ce n'est pas un musée.
Mais c'est plus compliqué, parce qu'un musée c'est facile, on se dit ouais c'est une boîte, on met des œuvres, on expose, on sait faire. Mais peut-être qu'il faut inventer autre chose. Peut-être que la ville de Reims, elle a besoin d'autre chose. Mais moi, quoi, j'en sais rien. Mais on peut aussi inventer d'autres lieux pour répondre aux problèmes du territoire. Et les problèmes du territoire, pour revenir, est-ce que Reims a besoin de la culture pour se faire connaître? Ce qui est très intéressant, c'est quand dans cette fameuse visite du mois d'octobre, où il pleuvait tant, où j'ai découvert le Boulingrin, on a rencontré l'Agence de développement économique de la ville de Reims, dont vous n'avez très certainement jamais entendu parler. Si, un petit peu. Et alors, ils nous ont expliqué un truc. Ils nous ont dit, nous, notre stratégie de développement, on ne mise pas sur le luxe. De toute façon, le luxe, les gens qui s'intéressent au luxe, ils ne viennent pas à Reims, ils vont à Paris. Nous, on ne met pas du tout en valeur ça. Nous, on met en valeur le coût de notre foncier et le niveau de qualification de notre main-d'œuvre. Et donc, nous, on cible le back-office. Et voilà comment on fait. Pof, pof, pof. Et alors là, la culture pour le back-office, ce n'est pas un enjeu. Ce qui est un enjeu, c'est que les familles peuvent se loger, à un prix raisonnable, la qualité de vie, la qualité des écoles, etc. Bah voilà. Là, la réponse, elle est trouvée. Donc, ça veut dire que sur ce territoire, les enjeux, ce n'est pas ceux d'attractivité, d'image. Mais donc, peut-être que ce qu'il faut... ce dont tu as besoin, le territoire, ce n'est pas la même réponse, ou en tout cas, ça ne prend pas la même forme, parce que votre problème n'est pas le même. Le problème, c'est il y a, 700 œuvres de Fujita qui attendent d'être exposées, plus, je n'ai pas bien compris, Pommery. Pommery, c'était quoi? Oui, la collection de Vanier. Ah, c'est la même chose que Pommery, ça? C'est marqué Pommery dans votre truc? Ah bah non, le Philippe Pommery, c'est les céramiques. Ah d'accord, c'est encore autre chose. Voilà, on a des œuvres, on ne sait pas où les montrer, et dans le même temps... Est-ce que vraiment l'enjeu, c'est de faire vivre les commerçants qui sont au Boulingrin? Moi, je ne crois pas. Mais c'est plutôt le centre social d'Épernay qui vient faire sa sortie annuelle ici. Et si on pose le problème comme ça, ben, peut-être que ça va forcer à imaginer d'autres solutions que celles qu'on connaît. Plusieurs sites. Mobiliser le plan campus de l'université. Non, c'est une blague. C'est une blague. Réutiliser les... Si j'ai bien compris, vous allez avoir un nouveau super campus, alors qu'il y en a un qui est tout neuf, mais qu'on va délocaliser. Peut-être là-bas, il y a des trucs à faire. Non, je sais pas. Non, j'invente. C'est pas encore fait. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas. Non, je ne lancerai pas le débat sur le plan campus de l'Université de Reims. Mais en tout cas, peut-être que les problèmes n'étant pas les mêmes, les solutions ne peuvent pas être les mêmes qu'ailleurs. Et donc ça, c'est à vous d'inventer. Vous avez besoin de quoi dans votre territoire? Partir du territoire, de la problématique du territoire. Voilà. Plutôt que d'un modèle tout fait. Exactement. Voilà. Vous voyez? Donc, par rapport à la question qu'on avait posée, on arrive à la conclusion que c'est pas ça la question. La bonne question pour Reims, c'est pas celle-là. Voilà. Bah, sur ce, merci beaucoup. Magnifique. Ça, c'est du bon café géo. Parfait. Je pense quand même que oui, non, mais avec dans nos futurs statuts, c'est peut-être parce qu'on va les refaire, on va les modifier, nos statuts. C'est peut-être sur l'abord. Bon, merci beaucoup à Elsa. Merci à vous.